Alors, les machines électriques, donc là, on a terminé les transformateurs monophasés en présentiel, en cours et TD. Et à la fin, je vais essayer de répondre à quelques questions qui m'ont arrivé, surtout sur le diagramme de cap. Donc là, on commence le deuxième chapitre en machine asynchrone. Et cette séance sera dédiée, donc cette première séance de 14h30 à 16h30 avec une petite pause. Hein. On va prendre une petite pause pour là, donc là nous allons boucler vers les installations électriques. Donc en machine électrique, donc les machines asynchrones, donc j'ai préféré à ce que cette séance soit en premier lieu avant l'installation électrique, puisqu'en installation électrique, nous allons voir tout ce qui est démarrage arrêt de machines asynchrones. Et là, nous aurons besoin des notions liées aux machines asynchrones et au principe de fonctionnement surtout de la machine asynchrone. Alors, donc pour les machines asynchrones, ou bien ce qu'on appelle les machines à champ tournant, la machine asynchrone fait partie des machines alternatives. Ça veut dire qu'ils sont alimentés par une tension alternative, que ce soit alternative monophasée ou bien alternative triphasée. Alors, pour les machines asynchrones, donc là, nous allons étudier les machines asynchrones en tant que moteur. Et un moteur asynchrone, c'est-à-dire les machines qui absorbent de l'énergie électrique et qui donnent de l'énergie mécanique. Dans un premier lieu, donc, nous allons voir le fonctionnement de la constitution des machines asynchrones. Nous allons passer à voir les principes et la mise en équation, la modélisation de la machine asynchrone. Et puis donc, comme toutes les autres machines électriques, donc, nous allons voir le bilan de puissance lié à la machine asynchrone. Et puis la caractéristique mécanique et la variation de vitesse à V sur F constant, bien attention sur fréquence constante. Alors, ce que vous voyez là, c'est le principe de fonctionnement. Donc ça, c'est le principe de base de la machine asynchrone. Et en prenant un aimant tournant avec un certain degré de liberté, c'est-à-dire donc là vous voyez donc ici on a certains pivots, liaisons pivots. Là, ça permet de faire tourner l'aimant. Hein, donc en faisant tourner l'aimant, donc devant un certain disque, donc ce disque sera forcément en métal, donc c'est métallique. Donc en faisant tourner l'aimant, on constate à ce que le disque suit la rotation de l'aimant. De toute façon, donc, le disque n'est pas attaché à l'aimant, il est à une certaine distance entre eux. Et là, on constate à ce que ce disque-là, il tourne, il suit la rotation de l'aimant. Donc, réalisation d'un champ tournant. Et là, donc en faisant tourner l'aimant, normalement, vous savez ce que l'aimant crée un champ magnétique, normalement. Hein. Et ce champ magnétique, il est fixe par rapport à l'aimant. Alors, en faisant tourner l'aimant, ce champ deviendra tournant par rapport à nous. Hein, par rapport à nous. Le champ créé suite à la rotation de l'aimant, donc suite à la rotation de l'aimant, c'est un champ qu'on appellera champ tournant. Alors, il suffit de créer ce champ tournant pour faire tourner le disque. Alors, pour nous, nous allons avoir deux parties en fait, en machine asynchrone. Une partie qui crée le champ tournant et l'autre partie qui reçoit ce champ tournant et qui tourne. On appellera le rotor. On appellera par la suite le rotor. Alors, la partie qui crée le champ tournant ne sera que le stator. Et là, puisqu'il crée le champ tournant, puisqu'il crée le champ, alors là, on appellera l'inducteur. Donc, ça sera l'inducteur, bien l'excitateur. Donc, la partie excitation.
Alors, ce champ crée, donc, du point de vue électromagnétique, ça crée des courants, on appellera courant Foucault, dans le disque. Alors, d'après la loi de Lenz, ces courants vont s'opposer à la cause qui leur donne naissance. Donc, ça, c'est plus détaillé du côté électromagnétique. Donc là, ça donnera un déplacement relatif de l'aimant donc par rapport au disque. Donc là, on aura une rotation, rotation du disque, apparition d'un couple, un couple aux bornes du disque. Donc là, on aura rotation du disque. C'est en fait le savant Ferrari qui a pu donner son théorème lié au champ tournant. Donc Ferrari, ce qu'il a dit, c'est que si on prend trois bobines montées en triphasé et alimentées en triphasé, ça veut dire ces trois bobines alimentées par trois tensions, déphasées l'une de l'autre de 2π/3, on aura au bord de ces trois bobines, on aura un champ résultant. Ce champ, c'est un champ tournant qui tourne à l'angle θ, à oméga. Donc, c'est un champ tournant qu'on appellera le synchronisme. Donc, c'est un synchronisme, un champ tournant, ou bien le synchronisme. Donc, il tourne à la vitesse du synchronisme, ou bien à la fréquence du synchronisme, qui est égale à F sur P. Alors que P, c'est le nombre de paires de pôles. Ces pôles-là, donc là, on aura pour chaque phase, on aura un certain nombre de pôles. Ça veut dire, par exemple, si on prend cette bobine elle sera redistribuée sur un certain nombre de pôles. Et forcément, on aura des paires de pôles. Et là, on aura le nombre P. Ça signifie le nombre de paires de pôles de la machine. Alors, la fréquence de rotation NS du champ magnétique est égale à la fréquence F de l'alimentation, bien des tensions d'alimentation, sur P, qui est le nombre de paires de pôles. Voilà. On passe maintenant à la constitution du moteur triphasé, bien du moteur asynchrone. Le moteur, on a dit qu'il se compose de deux parties. Donc, partie fixe, c'est le stator, et partie mobile, c'est le rotor. Le stator, ça sera le siège du champ magnétique tournant. En fait, le stator il se composera de trois bobines montées sur un circuit magnétique. Et en alimentant ces trois bobines par trois tensions, on aura un champ magnétique tournant par la suite. Le rotor, c'est lui qui reçoit ce champ magnétique tournant. Il prend plusieurs formes. Donc la première forme du rotor, donc la plus utilisée, la fameuse forme cage d'écureuil, c'est ce que vous voyez là. Donc un certain nombre de barreaux qui sont fixés dans leur extrémité, soudés à leur extrémité par des anneaux. Alors c'est une forme, on peut dire, un peu plus rigide. Et là, on aura quoi? On n'aura pas de perte magnétique. C'est pas un circuit magnétique. Donc là, vous voyez, donc on n'a pas de bobine, aucune bobine là. Donc ça veut dire que le rotor à cage d'écureuil ne consomme pas de puissance en termes magnétiques. Ça veut dire on n'aura pas de dissipation magnétique au niveau de ce type de rotor. Alors, deuxième type de rotor, c'est le rotor bobiné. C'est là où on a des grandes machines. Donc là, on utilisera le rotor bobiné. Et au niveau du rotor bobiné, donc là, on aura trois bobines au niveau du rotor qui sont en fait montées, bobinées sur des encoches, sur des encoches à l'intérieur du rotor bobiné. Après, donc là, on aura le troisième type de rotor bobiné, c'est le rotor bobiné à trois bagues, avec trois balais. Donc 3 bagues, 3 balais, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, on aura 3 bobines au niveau du rotor et on aura ces bobines, ils sont en fait reliées à leur extrémité, donc reliées
par certains bagues sur l'axe du rotor. Donc sur l'axe du rotor, on aura des bagues. Et sur ces bagues-là, on aura un certain balai qui assure la liaison avec l'extérieur. C'est-à-dire, donc là, on aura sur la plaque à borne du moteur, ce n'est pas la plaque à borne, c'est là où on alimente le stator. On aura 3 autres bornes qui donnent l'accès au rotor. Vous connaissez à ce que le rotor, normalement, il tourne. Alors, pour avoir accès au rotor, il faut un certain système comme celui-là. Hein, c'est un système comme celui-là. Donc, on aura des bagues fixées sur l'axe du rotor, plus certains balais. Et là, on aura certains contacts pour assurer, assurer le contact électrique, hein, l'accès électrique aux 3 bobines. Et là, on est en besoin de ça pour réaliser ce que nous allons voir en installation électrique, le démarrage rotorique. Donc, démarrage rotorique, c'est là on aurait besoin de monter en série avec le rotor, donc au démarrage de la machine, on est en besoin de relier 3 résistances en série avec le bobinage rotor. Ça ne se fait qu'avec ce type de moteur ce type de rotor qu'on appellera rotor bobiné à 3 bagues, 3 balais. Ce que vous voyez donc là, c'est vue éclatée de la machine à l'intérieur. Donc là, on aura ce que vous voyez. Donc là, c'est différents constituants intérieurs du moteur asynchrone. Et on distingue les 2 parties d'extrémité. Donc première partie flasque palier et le capot de ventilation. Donc la ventilation ici, normalement, le moteur elle est auto-ventilé, bien auto-refroidi avec un certain ventilateur. Donc là, vous voyez le stator. Donc ça, c'est un type de rotor, c'est le rotor à cage d'écureuil. Donc vous voyez, donc là. Donc ça, c'est vue éclatée. Et là, en haut, donc là, on aura la plaque à borne du moteur. C'est là où on réalise l'alimentation. À partir de là, donc on alimente on couple et on alimente le bobinage statorique. C'est à partir de cette plaque que vous voyez. L'autre type de rotor, donc ça c'est rotor bobiné. Donc vous voyez la différence entre rotor à cage d'écureuil et rotor bobiné. Parce que donc là vous voyez ici on a des différentes bobines, Et là ce sont des encoches. Là on met le bobinage du rotor. Donc, ça c'est le rotor. Avec des bagues. Donc, vous voyez les bagues sont ici. Bague collectrice. C'est la bague collectrice. Et là, on met le système balai qui permet d'avoir l'accès au rotor, donc, ou bien au circuit rotorique. Donc, couplage triangle, couplage étoile, c'est le 2 modes de couplage qu'on peut réaliser pour le bobinage statorique. Vous connaissez donc à ce que le bobinage statorique se compose de 3 bobines. Ces bobines, ils peuvent soit être couplés en triangle, soit couplés en étoile. Donc là, nous allons voir par la suite la détermination du couplage de la machine. Donc comment on détermine le couplage de ces 3 bobines. Est-ce que le couplage soit en triangle, soit en étoile, quelles sont les conditions de chaque couplage. Donc on passe maintenant à la mise en équation et en modélisation. Donc nous allons voir la première notion qu'on appellera notion du glissement. Et on a déjà parlé de ce qu'on appelle la fréquence du synchronisme MS, c'est F sur P. Et normalement, je remonte à l'expérience qu'on a fait au début. Donc on a fait une expérience avec aimant permanent et disque. On a dit que l'aimant tourne et le disque suit la rotation de l'aimant. Normalement, le disque ne tourne pas à la même fréquence du
de la rotation de l'aimant permanent. Et là, là où il réside la nomination, bien l'appellation asynchrone. Euh, donc là, on n'a pas la même fréquence. Les deux parties ne tournent pas à la même fréquence, alors ils sont asynchrones. Et c'est pour cela on appelle cette machine asynchrone, puisqu'il y a cette notion de glissement entre les deux fréquences. Donc, utilisant le champ tournant, grâce à l'alimentation des trois bobines qui sont fixées au stator, donc là, on aura rotation du rotor. Et la rotation du rotor, bien la fréquence de rotation de ce rotor, N, est tout à fait différente de la rotation du synchronisme, bien du champ magnétique. Donc là, on a une certaine différence entre les deux. Et cette différence, elle est quantifiée par ce qu'on appelle le glissement, G. C'est NS moins N sur NS. Alors, nous allons utiliser le glissement pour identifier, calculer plusieurs choses, donc, parmi lesquelles la fréquence des courants rotoriques est en relation directe avec le glissement. C'est G fois F. F, c'est la fréquence des tensions d'alimentation. Et on passe à la mise en équation de la tension statorique. Donc, en fait, donc, de toute façon, donc, donc, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la partie modèle, donc bien modèle, bien schéma équivalent de la machine. De toute façon, ce sont des équations qu'on utilise pour modéliser cette machine. Et en la modélisant normalement, donc on trouve le modèle équivalent de la machine est presque le même qu'un modèle que le modèle équivalent de transformateur. Sauf à ce que ici le secondaire est court-circuité. Le primaire, ça sera équivalent à notre rotor, à notre stator. Donc c'est le circuit statorique. Et le circuit rotorique, c'est un circuit qui est normalement court-circuité. Ça doit être court-circuité. Pourquoi? Pour éliminer pour éliminer le courant rotorique. Donc, pour éliminer ces courants-là, alors on court-circuite le circuit rotorique. C'est pour cela que ici le modèle équivalent, ça sera de telle façon. Donc là, on aura le primaire et le secondaire, elle est court-circuité. Le secondaire est court-circuité. Avec ici, donc là vous voyez, donc ça c'est le transformateur équivalent de la machine. Ce n'est pas un transformateur à 100%, sauf à ce qu'ici il y a le bobinage en fait statorique et ici le bobinage rotorique. Alors ça veut dire quoi le L1, L2, oméga, R2, etc. Enfin, R1. Donc normalement le R1 c'est la résistance du stator, donc résistance du circuit statorique. Et là on donne quoi? On donne le schéma équivalent d'une seule phase. C'est pas toutes les phases. Il y en a ici normalement on a 3 phases et là vous voyez c'est la tension simple. Donc ça veut dire ça c'est le schéma équivalent d'une seule phase. Et donc là on aura à la fin donc c'est notre schéma équivalent final de la machine en faisant toutes les en fait, les calculs et les formules nécessaires liées aux lois de Kirchhoff. Et là, on aura le circuit magnétique, pardon, le circuit équivalent final de la machine. Donc, le circuit que vous voyez là, c'est le schéma équivalent de la machine asynchrone ramené au primaire. Ramené au primaire, pourquoi? Car on a mis, ce que vous voyez, donc là, on a mis notre transformateur ici. Donc, ça, c'est comme si on ramène tout ça, on le ramène au primaire. C'est pour cela que le R2 deviendra R2', R2' en introduisant le rapport de transformation de ce transformateur. Donc, ne cassez beaucoup la tête avec ça. De toute façon, donc, si vous voulez refaire les calculs, le modèle, en utilisant donc, ce que vous connaissez comme théorème et formule de Kirchhoff, et surtout la loi des mailles, etc. Donc, vous pouvez les utiliser.
pour établir le schéma équivalent à la fin. Donc là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les éléments de schéma équivalent, bien le modèle équivalent. Normalement, le Zn, c'est en fait semblable Zn qu'on a vu en transformateur. C'est en fait l'impédance des fluides magnétiques. C'est Rf plus JXL. Rf, c'est la résistance du fluide. XL, c'est la réactance du fluide. Le R1, c'est la résistance des enrôlements statoriques. R2', c'est la résistance des enrôlements rotoriques ramenés en primaire, bien ramenés au stator. Sur le G c'est le glissement. Le L oméga, c'est en fait l'inductance magnétique équivalente de la machine. Ça englobe le L de prime et le L1 dans cette formule. L oméga, c'est L de prime oméga, plus L1 oméga. Et puisqu'on a donc le modèle équivalent, vous savez, à ce que les éléments du modèle ils sont en relation ou bien en liaison avec les caractéristiques propres à la machine. C'est pour cela que pour identifier notre machine ou bien dimensionner notre machine, on est en besoin de réaliser quelques essais de la même façon qu'on a fait pour les transformateurs monophasés. Et là, on commence par le premier essai qu'on fait, donc dans la logique. Donc là, on commence par l'essai en courant continu. Et cet essai, ça permet juste de mesurer la résistance primaire R1. Ça veut dire la résistance du stator. On ne peut pas mesurer la résistance du rotor puisque la machine qu'on utilise ici, c'est une machine à soit rotor bobiné ou bien rotor à cage d'écureuil dont on n'a pas l'accès aux enroulements rotoriques. Sinon, si on a l'accès aux enroulements rotoriques, ça veut dire le rotor ici, il s'agit d'un rotor à 3 bagues, à 3 balais. Donc là, on peut mesurer la résistance du rotor en utilisant aussi l'essai en courant continu. Donc ici, on utilise l'essai en courant continu pour mesurer le R1. Donc on mesure le R1 de la même façon qu'on a fait pour les transformateurs, sauf ici, la mesure se fait soit aux bornes du stator. Donc, ça veut dire quoi? Donc, je vais essayer de vous expliquer comment on peut réaliser pratiquement ça. Voilà, donc je prends une machine donc, dans les 3 enroulements statoriques. Vous voyez. Si les enroulements statoriques sont montés en triphasé, ça veut dire donc là en étoile, de cette façon. Voilà, donc là on a 3 bobines qui sont montées en étoile. Et là, ce que nous allons faire, nous allons mesurer la résistance statorique en utilisant l'essai en courant continu.
Alors, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un générateur. Générateur variable. Tension variable. Puis un ampèremètre. En série. Puis en parallèle, donc, on aura un voltmètre. Voilà. Mettre en parallèle. Comme ça. Bon. Donc ce voltmètre, il mesure la tension, U. L'ampèremètre, il mesure le courant I. Donc la tension d'entrée, c'est U. Ici, on a une résistance interne, R1, R c'est équilibré, donc on a même R équilibré, donc c'est R1 normalement, R1, R1. Alors, à quoi est égal donc là, c'est aux bornes de quoi? C'est aux bornes de la machine. Mais ici, au niveau de la machine, on a 3 bornes, normalement, 3 bornes d'entrée. Donc, c'est là où on réalise donc l'alimentation, bien on donne l'alimentation, donc on aura la borne 1, la borne 2 et la borne numéro 3. Voilà. Voilà. Alors, R1 ici sera égal à quoi? Donc normalement, ce qu'on mesure, on mesure la résistance aux bornes de 1, 2. Et la résistance équivalente aux bornes de 1 et 2. Alors, puisque le courant qui sort d'ici, normalement le courant est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, oui. Il y a un petit bruit dans le microphone. Oui, on s'entend. D'accord. D'accord, donc on continue. Donc ici, là, ce que nous voulons faire, c'est la mesure de R1. Donc on mesure R1 en utilisant l'essai en courant continu, de la même façon que vous voyez là. Donc là, ce qu'on mesure ici, on mesure la résistance équivalente entre 1 et 2. On mesure la résistance équivalente entre 1 et 2. Alors, entre 1 et 2, on aura la résistance R qui est égale à quoi? Grand R entre 1 et 2 est égal normalement à 2R1. Puisque le courant qui sort d'ici est égal à 0. Donc, le courant sortant d'ici, c'est 0, pratiquement 0, égal à 0. Puisque ça, c'est de quoi? C'est un circuit ouvert. Alors, grand R est égal à quoi? Égal à 2R1. 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 Alors, le R, grand R, est égal à quoi? Est égal à U sur I en utilisant la loi d'Ohm. Donc R est égal à U sur I.
Donc R1 ici est égal à 1 demi. Normalement, R1 est égal 1 demi R. Ça veut dire, au niveau des exercices, si on vous dit que la résistance mesurée au stator, c'est une résistance mesurée entre bornes de stator, entre bornes statoriques, c'est-à-dire là, il faut diviser cette résistance par 2 pour trouver R1. Donc ça, c'est étoile, normalement. C'est pour étoile. Hein. Étoile. Alors, pour le couplage triangle, alors nous allons prendre le même montage, sauf à ce qu'ici nous allons faire donc le montage et un couplage triangle. Voilà, donc, donc là, il s'agit de montage triangle et un couplage triangle des 3 bobines statoriques. Donc on a de même ici R1, voilà, R1. Alors ici, normalement, le R, donc le R lié à la résistance grand R, c'est la résistance équivalente entre 1 et 2. Donc résistance équivalente entre 1 et 2. Borne. C'est la résistance équivalente entre 2 bornes. Donc ici, R est égal à quoi? R, normalement, c'est petit R1 en parallèle avec 2R1. Donc, grand R est égal petit R1 en parallèle avec 2
petit R1 en parallèle avec 2R1. Ça veut dire R1 est égal à quoi? Alors R, pardon, grand R, R équivalent, est égal R1. Donc là, ça va être quoi? Donc on a R1 fois 2R1 sur R1 plus 2R, R1, ça veut dire c'est R1 fois 2R1 sur la somme sur R1 plus 2R1. Ça donne 3R1. Donc 2 fois R1 carré sur 3R1, ça veut dire c'est 2 sur 3R1. Donc c'est 2 sur 3 R1. Alors grand R, résistance équivalente ici, c'est 2R1. Donc ici c'est bon, petit R1, ça va être 3 sur 2, bien 3 demi. 3 demi. Grand R. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, donc ici, si on est devant l'essai en courant continu, là, il faut faire attention. Si l'essai en courant continu est au bord du stator, c'est-à-dire devant du stator, c'est-à-dire que la résistance ici qu'on donne, c'est une résistance équivalente entre deux bornes. C'est R, grand R. Alors là, pour avoir le R1, il faut que ça soit, donc il faut la multiplier par 3, diviser par 2 pour avoir la résistance R1. Donc, la résistance R1. Donc voilà. Donc, nous allons, donc maintenant, ce document-là, on va se référer à ce document ultérieurement pour voir, bien pour calculer ce qu'on appelle les pertes statoriques, et les pertes Joule statoriques. Donc, on a besoin de ça pour calculer, donner donc la relation finale de ce qu'on appelle les pertes Joule statoriques au niveau de la machine asynchrone. Aujourd'hui, nous étions ici, donc on termine. On passe maintenant à l'essai à vide. On appellera l'essai à vide par similitude ou bien par analogie avec le transformateur. Donc on n'a pas d'essai à vide ici, c'est ce qu'on appelle normalement son appellation exacte, c'est l'essai au synchronisme. Ça veut dire c'est quand on a G égale à 0. G égale à 0, ça veut dire quoi G égale à 0? Ça veut dire NS égale à N, ça veut dire là, la machine tourne au synchronisme. Le rotor, il tourne au synchronisme. C'est ce qu'on appelle l'essai à vide. L'essai à vide. Et normalement, donc là, on n'a pas de charge. Hein, donc, on n'a pas de charge. Donc, de toute façon, donc, le rotor, il tourne presque
presque au synchronisme. Donc, non pas à 100% au synchronisme. Donc, PA0, bien la puissance absorbée à vide, sont les pertes joules statoriques à vide, plus les pertes fer statoriques, plus les pertes mécaniques qu'on appellera pertes collectives. Donc, PFS plus PMK, c'est ce qu'on appelle pertes collectives. D'où les pertes, bien de toute façon, donc la résistance des fuites. Donc là, à partir de l'essai à vide, de même, en transformateur, on fait la même chose. En fait, on mesure en transformateur l'essai à vide, on mesure ZM et ZRF. Ici, de même, on mesure RF et ZM en utilisant cet essai. Donc là, on aura RF, ce sont les pertes fer statoriques sur 3 I10 au carré. Puisque RF, c'est la résistance des fuites magnétiques. Il est lié à quoi? Il est lié directement aux pertes fer statoriques qu'on peut calculer à partir de quoi? À partir de la relation que vous voyez ici. Donc, souvent, on prend perte mécanique égale aux pertes fer statoriques. Donc, c'est expérimentalement prouvé. Donc, on peut trouver que on peut prendre PMK égale à PFS. C'est souvent donné au niveau des exercices. Les pertes mécaniques sont égales aux pertes fer statoriques, sauf indication, une autre indication. Donc, si on a une autre indication, ça veut dire si on vous donne perte mécanique, donc là, il faut le prendre en considération. Alors, Zm, c'est U1 sur racine de 3 fois I10. Zm, c'est U1 sur racine de 3 fois I10. Donc là, vous voyez la seule différence, c'est 3, puisque ici, on parle de perte fer de toute la machine. C'est une machine triphasée. C'est un moteur triphasé. Donc là, la puissance totale, il faut la diviser par 3 pour arriver à RF, qui est une résistance des fuites magnétiques d'une seule phase. C'est pour cela qu'il faut diviser par 3 normalement. Donc, normalement, on utilise le V, ça veut dire la tension simple au lieu de la tension composée ici, pour trouver le Zm, puisque Zm est en liaison avec une seule phase, et non pas avec les 3 phases. Donc, Zm, c'est l'impédance magnétique et des fuites magnétiques d'une seule phase, et non pas des 3 phases. C'est pour cela, ici, on aura V1, cette V, vous voyez ici, voilà, V1 sur I10. Donc là, c'est la loi d'Ohm. Donc V1, c'est Z1 fois I10. Alors Zm, c'est V1 sur I10. V1 en relation avec la tension composée. Vous connaissez à ce que tension composée, tension simple, ils ont une relation. C'est que la tension composée égale la racine de 3 fois la tension simple. La tension simple, c'est la tension composée sur la racine de 3. Et là, on aura U1 sur racine de 3 fois I fois I10. Les deux relations, elles donnent lieu à XM. XM, c'est la réactance des fuites magnétiques. Donc, à partir de cet essai, on peut mesurer PFS, fer statorique, RF, Zm et XM. On passe maintenant à l'essai en court-circuit, ou bien donc précisément appelé essai à rotor calé. Rotor calé, ça veut dire le rotor ne tourne pas, alors qu'il y a un champ magnétique tournant. Donc il y a un synchronisme à l'intérieur de la machine, c'est-à-dire un champ magnétique qui tourne, alors que le rotor elle est bloqué, calé. Pour cela, on aura G égale à 1, puisque G égale à NS moins N sur NS. N égale à 0, puisque le rotor est calé. Alors ici, NS sur N sera égal à 1, c'est le glissement. Alors pendant cet essai, on mesure U1CC, I1CC et P1CC. Donc U1CC, c'est la tension au primaire en court-circuit, le courant primaire en court-circuit, et le P1CC, c'est la puissance consommée en court-circuit. Le courant ici est négligeable et on en déduit que
puisque G égale à 1, alors R2' sur G, c'est R2'. Vous voyez? Donc R2' sur G sera égal à R2', puisque G égale à 1. Donc la résistance équivalente ici de la machine, c'est R1 plus R2'. Et les pertes joules ici ne seront que, voilà, donc ne seront que P1CC est égal à 3 fois. Pourquoi? Car P1CC c'est mesuré pour toute la machine. C'est 3 fois quoi? 3 fois R résistance équivalente fois I1CC, le tout au carré. Et puisqu'on a déjà mesuré R1 grâce à l'essai en courant continu, on peut calculer à partir de cette formule, on peut calculer R2'. Voilà. Donc, puisqu'on a calculé R2', ce qui reste, c'est L oméga. Puisque Z, normalement, Z qu'on a ici, mais ici on a Z. Hein. Tout ça, c'est Z2. Équivalent à ce qu'on a vu en transformateur ZS. Ici, c'est Z2 ou bien ZS aussi. Bien Z, de toute façon, donc, oui, de toute façon, c'est Z2. Donc, bien Z équivalente. C'est R1 plus R2' sur G, si G égale à 1 pour laisser en court-circuit, plus J fois L oméga. Donc, Z en module égale à U1CC sur racine de 3 fois I2 fois I1CC. En utilisant cette maille-là, donc la maille que vous voyez ici, puisque I10 est négligeable, alors ce qu'on a, c'est Z, bien, la tension qu'on a ici est égale à Z fois Z, toutes ces Z-là, fois le I1CC, puisque I1 est pratiquement égal à I2, puisque I10 est négligeable. Alors, la tension en borne, pardon, la tension qu'on a ici, c'est V1, et V est égal à U1 sur racine de 3. Donc, c'est pour cela qu'on a Z en module égale à V1, il y a U1CC sur racine 3, sur I1CC. Tout ça, c'est mesuré. Ça aussi, il est mesuré. Donc, ça existe. On a déjà R2', R1. Ce qui reste, c'est L oméga. Donc là, on peut trouver L oméga et Z. Alors, en bilan de puissance maintenant, vous connaissez ce que la machine asynchrone, bien le moteur asynchrone, il absorbe de l'énergie électrique. Et c'est un moteur triphasé, donc l'énergie électrique absorbée, c'est une énergie triphasée, bien puissance triphasée. C'est racine 3 U fois I fois cos phi. Le cos phi, c'est le facteur de puissance de la machine. Elle est donnée sur la plaque signalétique. Les pertes par effet joule dans le stator, c'est 3R1 fois I au carré. Alors là, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Et ici, on a R1. R1, c'est la résistance d'un seul enroulement. S'il s'agit d'un couplage étoile, là, normalement, il faut diviser la résistance aux bornes aux bornes du stator par 2. Et là, on aura 3 demi R, grand R, hein, grand R fois I au carré. Si le couplage est en triangle, normalement, le I sera égal à J. Et ce I-là, c'est le courant pratiquement qui passe par le R. R, il y a la résistance petite R1 hein, qui passe par R1. R1, c'est la résistance d'un seul enroulement. Donc le I, normalement, c'est le courant qui passe par petite R1. Donc, s'il s'agit d'un couplage triangle, passer le I entre I égale, le I égale à racine de 3 fois J. Ça veut dire J égale I sur racine de 3. C'est pour cela, si on veut revenir à I, de J vers I, là,
on remplace le J qu'on a ici par I sur racine 3, le tout au carré. Et là, normalement, on n'aura pas le racine de 3. Donc, je reviens à mon... je vais vous expliquer... en train de dire. Hein. Alors, pour le P, pour le per joule, hein, per joule statorique. Alors, pour les per joule statoriques, on a PGS, PJS, de toute la machine. Égale 3 fois R1, c'est la relation générale. 3 fois R1 fois I